Salut, salut, salut tout le monde. 17h02, bienvenue à tous sur Radio Château. Alors, j'ai des petits problèmes de son aujourd'hui, du coup je fais des tests, vous m'en voudrez pas, si le son monte un petit peu ou si le son descend, j'ai dû dérégler des machins sur ma table. Si c'est trop fort, vous me le dites, si c'est pas assez fort, vous me le dites aussi et on réglera ça comme il se doit. Aujourd'hui, moi je suis dans le sud, donc je sais pour tous les Parisiens, vous avez un temps de malade, etc. Et c'est génial. Mais nous, c'est en train de revenir. Je vois derrière les nuages le soleil. Et comme je vous le disais hier, pour les startups, c'est pareil. Oui, c'est nuageux en ce moment, mais oui, ça va revenir. Sylvie, elle en a marre d'être anonyme sur ce live. Elle veut une extension Android. Taro, il faudrait que tu nous règles ça, s'il te plaît. Hier j'étais énervé. Oh là là, je me suis énervé, mais grave. J'étais énervé contre les Américains, beaucoup, et contre l'hypocrisie américaine. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, même si j'ai des raisons d'être énervé. Aujourd'hui, j'ai reçu des news d'un de nos entrepreneurs qui nous a annoncé que, une fois de plus, un fonds d'investissement était en train de lui faire un coup moyen. Alors, c'est quoi un coup moyen ? En fait, c'est quand le fonds d'investissement t'explique que les négociations, les termes que tu avais étaient pas justes par rapport à la situation à laquelle on est en train d'être confronté, et donc ils changent tout. Alors, ça veut dire quoi pour eux tout changer? Ça veut dire négocier quelques pouillèmes ici et là, dans le but de tirer un petit peu plus la couverture. Est-ce qu'ils auront plus chaud? Non. Est-ce que toi, t'auras plus froid? Pas sûr. Mais est-ce que ça t'a refroidi? Grave. Et là, on parle d'un deal où en fait, les investisseurs, ils sont revenus pour négocier genre mais 15% de valo en moins. Mais 15% de valo en moins sur un deal, ça change rien. Et donc, ils ont renégocié un petit peu en haut, un petit peu en bas, la valorisation, l'argent qu'ils vont investir, les stock options, la manière dont les stock options vont se déclencher. C'est pas bon pour les entrepreneurs, ce qu'ils ont fait. C'est pas bon pour les investisseurs du premier tour non plus. Et alors en plus, ce fonds, il n'est pas très intelligent parce que moi, je vais rien dire aujourd'hui parce que j'ai besoin que la boîte en question close son tour de financement et je vais pas rajouter de l'huile sur le feu de cet abruti de VC. Mais ce qui va se passer après ça, c'est que je vais lui dire à l'investisseur que ça a été un enfoiré. Puis en plus, c'est la deuxième fois qu'il fait ça sur une de nos boîtes. Et donc, ça va lui coûter cher sur le long terme. C'est pas très intelligent. Alors encore, il faisait une grosse négo, il gagnerait beaucoup d'argent sur le deal. Je me dirais, il est greedy, il aime la thune, il fait une grosse négo, pourquoi pas? Mais là, en plus, c'est une négo où fondamentalement, ça change pas grand-chose pour lui. Et donc, du coup, je comprends pas l'intérêt de se comporter de cette manière, parce que moi et tous les business angels de cette boîte, et cette boîte, elle en a des business angels, on est tous au courant de ça maintenant. Et donc, c'est vraiment stupide. Vraiment stupide. Bref. Mais je suis pas énervé, parce qu'en fait, c'est tellement bête que je sais même pas quoi dire, tellement je trouve ça ridicule. Alors, parlons de choses sympathiques. D'abord, on a notre ami Issam, qui m'a envoyé un message sur Twitter hier ou aujourd'hui, je sais pas, qui m'a dit qu'il fallait que je sois plus pédagogue quand j'abordais certains sujets, parce que ça pouvait être pas compris ou mal compris, et donc il fallait que je fasse un effort de compréhension pour tout le monde, pour l'auditoire. Et donc, cher Issam, j'ai bien entendu ton message et j'y ferai attention. Merci de m'avoir dit ça. On y fera attention. Deux posts que je vais mettre sur Twitter et sur Instagram avec le pseudo Radio Château. Le premier qui vient de sortir, qui s'appelle The New Rules of Growth versus Profitability, de nos amis de chez NFX. Donc NFX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fonds d'investissement basé dans la Silicon Valley, spécialisé consumer et marketplace. Ils font vraiment un job incroyable. Et nos amis de chez NFX, du coup, ils ont publié ce post pour nous donner un peu de lecture, une bonne lecture
compréhension entre croissance versus profitabilité et comment est-ce qu'on arrive à aligner ces deux éléments, d'abord à les analyser et puis ensuite à les aligner à mesure qu'on grandit en fonction des paramètres de notre business, c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de cash, est-ce qu'on n'en a pas beaucoup, est-ce qu'on est profitable, est-ce qu'on ne l'est pas, etc. Et vraiment, cet article est très bien fait. Encore une fois, ils sont vraiment bons, hein. Tu vois, on parlait de pédagogie juste avant. S'il y a des mecs, s'il y a des gens qui sont bons en pédagogie, c'est vraiment NFX. Ils ont des petits graphiques très bien faits. C'est très aéré, c'est très clair, c'est bien exprimé. Vraiment, ce post, encore une fois, très bien réussi de la part de chez NFX. Donc, je vous invite à le lire, même pour votre culture personnelle, si vous êtes entrepreneur, pour voir un peu comment est-ce qu'on regarde comment est-ce qu'on analyse la situation en fonction de si on est en seed, en série A ou plus loin, donc en fonction du stade de financement de votre boîte. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le site, c'est nfx.com. Voilà. Et le deuxième article qui est intéressant, que je veux vous partager depuis un moment, mais je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. Il est dans The Atlantic et c'est comment est-ce qu'on améliore le bonheur, son bonheur. Et le sujet est intéressant parce qu'en réalité, Covid ou pas Covid, c'est les mêmes paramètres pour le bonheur. Ils en citent 3. Et je vous mettrai le lien. Le premier, c'est sur le fait que le bien-être, c'est quelque chose de subjectif, hein. C'est lié beaucoup aux gènes, aux circonstances et aux habitudes qu'on bâtit. Et donc, il n'y a pas de mesure objective du bonheur. La deuxième partie de l'équation que j'ai trouvée intéressante, c'est que dans les habitudes, il y a des habitudes autour de la foi, de la famille, des amis, du travail. Et donc, une habitude, c'est pas juste avoir des horaires, c'est créer des habitudes autour de plusieurs éléments de sa vie, notamment sociale. Et ça, c'est important. Et la troisième partie de l'équation, c'est lié à la satisfaction. Et la satisfaction, c'est toujours un équilibre entre ce qu'on a versus ce qu'on veut, quoi. Et donc, si vous arrivez à avoir une équation bien équilibrée entre ce que vous avez et ce que vous voulez, eh bien, a priori, ces 3 paramètres mis les uns à côté des autres sont la recette du bonheur. Alors moi, j'y connais rien, mais ça me paraissait assez juste. Et je vous partagerai ça sur Insta et sur Twitter. L'article se trouve dans The Atlantic et le titre, c'est How to Increase Happiness, the 3 equations for a happy life even during a pandemic. Voilà, et c'est assez cool. Alors, hier, j'avais promis de répondre à une question qui était qui était en fait en fin d'émission, et donc je ne pouvais pas y répondre, c'était un tout petit peu trop tard, mais qui était intéressante, que j'essaye de retrouver. Voilà. On m'a dit hier, tu nous parles souvent du fait qu'au-delà d'un certain seuil, pour 1 euro pour une brique d'argent, tu arrêtes de gagner une brique de bonheur. Peux-tu nous parler de ton expérience par rapport à ça et de ton seuil, si ce n'est pas trop perso? Alors, c'est pas trop perso, je pense que c'est un sujet universel et qui est très intéressant. Richesse versus bonheur. On constate, et en fait, je vais vous donner un élément de comparaison qui est assez intéressant, c'est tout simplement Xavier. Vous prenez Xavier, il passe beaucoup de temps à travailler sur ses emails et tout. Quand il travaille, il bénéficie pas de sa richesse au-delà du fait qu'il a un grand écran, un MacBook Pro et qu'il prend le taxi pour se déplacer. Il n'a pas des ailes qui lui permettent de voler au-dessus des buildings et il peut pas prendre l'hélico pour aller à la Madeleine jusqu'à chez lui. Donc il n'y a pas d'éléments supplémentaires. Et lui, il prend le taxi, mais toi, tu pourrais prendre le vélo ou la trottinette, ce serait pareil. D'ailleurs, Xavier prend la trottinette parfois. C'est pour vous dire. Donc, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, au travail, il n'y a pas d'éléments qui sont liés à sa richesse, qui font qu'il est plus heureux ou qu'il est plus efficace ou quoi que ce soit. Et une fois, on était à déjeuner avec un entrepreneur qui lui disait « Mais Xavier, mais pourquoi est-ce que tu fais Kima, 42, Station F, tout ça ?» Et Xavier lui a répondu « Tu sais, une fois que tu as une maison, que
ton addition au restaurant, elle peut aller jusqu'à une certaine hauteur, mais à moins de faire des excentricités, ça peut jamais aller très 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 loin. Et puis j'ai pas de goût de milliardaire comme les yachts par exemple. Ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, moi, j'investis mon argent dans des projets qui me passionnent. Donc en fait, cette richesse, elle lui permet d'investir dans des projets, dans des choses qui le passionnent, mais qui sont toujours liées au travail. Mais ça ne bénéficie pas au-delà d'une certaine mesure, à son bonheur dans le quotidien. Alors oui, c'est sûr, lui, il voyage pas en éco, Air France, et puis quand il va au bureau, il prend plutôt un taxi que le métro, quoi. Mais sinon, tout ce qu'il accumule après ça en richesse, ça n'apporte pas de bonheur. Et donc en fait, il y a des bonheurs simples, genre un bon matelas pour bien dormir, tu vois, un espace de vie bien ordonné, de la nourriture. Alors évidemment, la nourriture, c'est quelque chose qui coûte cher. Il faut arriver à acheter des aliments de qualité. Il n'y a pas à dire, les aliments, ça coûte cher. C'est un vrai budget dans un foyer, etc. Mais une fois qu'on a passé ces stades de j'ai un toit sur la tête, j'ai un espace ordonné dans lequel j'ai de l'ordre, et après on peut discuter de la taille, hein. Est-ce qu'à deux il faut 30 mètres carrés ou 50 mètres carrés ou 18 mètres carrés ou 100 mètres carrés? Finalement on fait avec ce qu'on a beaucoup, et donc on adapte aussi la manière dont on gère, dont on est heureux et tout, à l'espace qu'on a. On s'adapte très vite à ce qu'on a finalement. Et donc après, les gains marginaux de confort et de kiff au-dessus te rendent pas plus heureux. Ils te donnent probablement l'impression que ça contribue à ton bonheur, mais en réalité non. Et d'ailleurs, j'ai un entrepreneur qui m'a fait un message hier très intéressant, qui lui a fait une introspection en fin d'année dernière. Et dans son introspection, il parle de l'argent. Et son rapport est très intéressant. Alors j'essaie de vous récupérer le contenu de ce qu'il m'a dit. Il est où notre ami? Il est là. Toc. Alors, dans ses buts dans la vie, il y avait avoir assez d'argent pour que ses parents n'aient pas à s'en soucier. Donc là, vous voyez, c'est assez d'argent pour que ses parents n'aient pas à s'en soucier. Donc c'est enlever la pression matérielle. C'est pas rajouter du kiff matériel, c'est enlever de la pression matérielle. Être heureux et rendre les gens que j'aime autour de moi heureux. Donc là, pareil, en fait, il y a une dimension sociale. On est des animaux sociaux, nous, les humains. Ces interactions sociales sont importantes, et il est aussi important de recevoir que de donner. Et plus on donne aux gens, et plus on est heureux soi-même. Avoir une magnifique maison, moi ça, je comprends que les gens veulent avoir une belle maison. Mais il n'a pas parlé de taille encore, hein. Il dit beautiful home. Donc c'est important ça aussi. Vous voyez, on ne parle pas de taille, hein. C'est pas la taille qui compte. Et ensuite, ne pas que l'argent soit une source de stress dans ma vie. Et quand on dit qu'il ne faut pas que l'argent soit une source de stress dans sa vie, c'est hyper intéressant, parce que quand on n'en a pas, évidemment, on est probablement stressé de ne pas en avoir. Mais quand on en a beaucoup, on a une grosse responsabilité associée à ça, et on a un stress qui est lié à ça. Et j'imagine que, alors on peut parler de Xavier, on peut parler de tous les gens qui ont une certaine fortune, ils ont un stress associé à ça, il ne faut pas l'oublier. Donc votre rapport à l'argent, c'est pas plus j'en ai, plus je serai heureux, parce que c'est pas vrai. Les études d'ailleurs l'ont démontré. Il faudrait retrouver les études qui disent ça, mais en gros, l'argent ne rend pas heureux, n'a jamais rendu heureux. Et donc ça veut dire que les gains, enfin chaque euro gagné supplémentaire ou investi, il faut voir quel coût ça a, ce que ça veut dire dans votre équilibre de vie personnelle, et ça crée pas forcément Et chaque euro investi, son gain marginal en bonheur en fait est moins important, et d'ailleurs je pense que en termes de gain, de bonheur, l'impact de chaque euro investi réduit à mesure que le temps passe. Il doit peut-être y avoir des paliers, hein. J'imagine qu'avoir un yacht de 100 mètres avec du personnel, c'est pas mal. Mais sinon, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé d'abord ce que ces buts dans la vie, je les ai trouvés très sains et très intéressants, et la manière dont il les a écrits aussi. Et voilà. Donc c'était pour revenir sur cette question qu'on m'avait posée hier sur le fait qu'une brique d'argent te fait pas gagner une brique de bonheur, qu'en fait ça a un rendement décroissant à mesure que le temps passe. Alors, je voulais revenir sur le chat, mais mon navigateur, il bug. Du coup, il va falloir
que je brode un petit peu avant de répondre à vos questions. On m'a posé une question aussi hier sur les valos. Pourquoi est-ce que les valos baissent ? Alors c'est un peu un piège. En fait, c'est pas que les valos baissent en soi de manière mécanique à cause de la crise, genre c'est la crise, les valos baissent, c'est la merde. Non, c'est la crise, les rendements baissent des boîtes, donc des startups, leur rendement théorique baisse, leur capacité, ou plutôt le fait qu'on ne les autorise plus à grandir à tout prix, et donc en gros les gens qui attendaient un autre ascenseur, on leur met un autre ascenseur, le mec qui dit que la porte elle se ferme trop vite, on embauche un mec pour tenir la porte de l'ascenseur. C'est fini ces conneries dans les startups maintenant. On est passé d'une équation de croissance à une équation d'efficience. Qui dit efficience dit moins d'argent mis au travail, mais mieux mis au travail. Et quand on dit que l'argent doit être mieux mis au travail, c'est-à-dire par exemple, au lieu d'investir $10 sur une certaine valo, on va investir 30 ou 50% de moins. Et l'impact de ces 30 ou 50% de moins, ça ne va rien changer sur la dilution. C'est-à-dire que vous allez vous diluer de la même manière. L'investisseur va prendre exactement la même part du capital de votre boîte. Mais donc, mécaniquement, la valorisation va baisser. Avant, vous leviez 10 millions sur 40 millions pré-monnaie. Donc, par exemple, vous cédiez 20% de votre capital. Et demain, vous allez lever 5 millions sur 20 millions pré-monnaie. Donc, la valorisation elle a été divisée par 2, le montant par 2. Mais la dilution reste la même. Alors, petite question de Ness, les startups qui font du crowdfunding et qui veulent lever, c'est perçu comment par les VC, good or bad ? Écoute, le crowdfunding, d'abord, il y a une histoire belle du crowdfunding, c'est l'histoire de Voodoo. Je vous rappelle que nos amis de chez Voodoo, personne ne voulait les financer. Ils se sont financés grâce au crowdfunding, et tous les gens qui ont mis de l'argent à l'époque sur Voodoo en crowdfunding ont gagné beaucoup d'argent, et donc c'est assez incroyable de voir ça. Nous, on n'a pas comment dire. Au départ, quand le crowdfunding est arrivé, c'est arrivé à la fois, ça a été vu par les investisseurs avec moquerie et menace. Alors la moquerie, c'est probablement une manière de cacher sa peur. Mais c'est aussi parce qu'en réalité, les investisseurs professionnels te disaient mais attends, en fait, le crowdfunding, c'est en gros la deuxième division du financement. Première division, tu vas chez les investisseurs pros. Deuxième division, tu vas chez les crowdfunders parce que tu n'as pas réussi à te faire financer par des investisseurs professionnels. C'est probablement vrai dans une certaine mesure, mais il est vrai aussi que les investisseurs professionnels ratent des deals. Et donc, comme ils ratent des deals, et du coup, peut-être que les crowdfunders, les gens qui font du crowdfunding, eux, vont spotter ces bons deals. Et puis après, il y a le crowdfunding de manière un peu plus organisée, ce qu'on appelle les syndicats, où c'est un business angel qui a du réseau, qui a du flair, qui va investir de l'argent et qui va mettre autour de lui d'autres investisseurs pour investir avec lui. Et c'est plutôt ça, les syndicats de bonne qualité et ceux que nous, on regarde en priorité. Après, est-ce qu'on a investi dans des boîtes qui faisaient des campagnes sur des sites de crowdfunding ? Honnêtement, jamais, quoi. Ensuite, il y a le crowdfunding hardware, comme Kickstarter, où en fait, ce que tu fais, c'est un système de précommande. Les gens, ils investissent chez toi parce qu'en fait, ils précommandent le produit. C'est pas pour investir dans la startup. Et donc, c'est une manière de financer la production plutôt que de céder du capital à des investisseurs. Si c'est bien géré, ça donne des choses extraordinaires. Si c'est mal géré, ça donne des choses comme The Coolest Cooler. Je ne sais pas si vous aviez vu The Coolest Cooler. C'était un mec qui voulait faire une glacière, la glacière du turfu. Donc la glacière, tu pouvais cuire des trucs, charger ton téléphone, ça faisait de la musique, ça gardait tes bières fraîches en même temps. Enfin, ça faisait une tonne de choses. La vidéo était ouf. Ils ont levé 10 millions de dollars et ce truc a été un four en fait. Et donc, trop d'argent, parfois ça monte à la tête des créateurs. Et cette boîte-là, elle est partie au tapis, quoi. Et donc, c'est dingue de se dire que ce mec-là avait levé 10 millions de dollars pour terminer donc, le prototypage et la production de son produit et qu'il a échoué. Alors, je ne sais pas quelle est la vraie histoire, mais c'est quand même incroyable. Il y a Etix qui me dit que je devrais monter un chouïa le niveau de mon master. Alors, mon master, c'est quoi, mon vieux ? Il faudrait que je regarde ce que c'est. Voilà. Bon, écoute, dis-moi comment c'est et on avise. Alors, on dit bonjour à qui aujourd'hui ? On dit bonjour à Chris We Move, à Guillaumeo, à Holala. J'adore ce pseudo, Holala.
à Robocoq, à Brendan, à Lucie Mai ou à Lucai Mai ou à Lucimi, c'est comme elle veut, à Alfred, à Philibert, à Guilain, à Luc, à Etix, à Séverine, à Roquette, la Roquette, à Luc, à Louis Tortochot, à Louis. Alors, vous savez pas, donc vendredi on va recevoir un invité exceptionnel, c'est Alexis Robert qui bosse avec moi. Qui est notre partenaire spécialisé, notamment, hein, mais pas que, spécialisé tech chez Kima. Un mec exceptionnel qui a beaucoup qui connaît plein de choses, qui a beaucoup de choses à vous dire. Mais il a fait beaucoup de drafts de posts Medium qu'il n'a jamais posté. Donc vendredi, on va le cuisiner sur tous ces drafts et vous allez enfin pouvoir apprendre plein de choses grâce à Alexis. Ça va être vraiment cool. Un VC Tech, c'est le meilleur d'Europe. Il n'y a pas photo, c'est sûr. Et il n'y a rien qu'à voir son portefeuille pour le savoir. Et le prochain invité, ce sera lundi. C'est Louis Tortochot, boulanger dijonnais, qui a gagné sur M6 le prix de meilleur boulanger de France. Voilà, qui est un garçon d'abord très sympathique et ensuite qui a de l'ambition, qui a de l'envie. Et alors, son histoire, elle est dingue. Il va quand même vous raconter comment est-ce qu'un voyage dans la Silicon Valley, même pas dans la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, lui a donné l'ambition d'être un grand boulanger, quoi. Et aussi l'importance du timing, parce que il a choisi le bon moment pour faire ce concours de meilleur boulanger de France qu'il a gagné. Et donc, il y a plein de choses à apprendre de l'histoire de Louis. Et ça va être hyper sympa de t'avoir, mon vieux, en live lundi prochain. Alors, comme chez Skyrock avec D-Fool, on dit bonjour à Damien 12, à Joey, à Seb, à Valentine, à Miel Pops, à Amir, à Juliette MNZ, à Fred B et à Arnaud 100. Alors... voyons voir, petite question de votre part, Mike B. Yo tout le monde, Jean, c'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois et quoi? Oh, wow, c'est difficile. Alors si, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était une génoise pour faire un fraisier. Et putain, qu'est-ce que c'est dur. Je me suis foiré la première fois, je me suis foiré la deuxième fois. La troisième fois, ça allait. Y a un truc que j'avais pas vu, le feu de ma ah merde, bref, ta crème pâtissière, pour la faire il faut que ton feu il soit un peu chaud et en fait il chauffait pas bien et donc je me suis foiré, mais là ça y est, je m'y suis remis et donc ma dernière crème pâtissière était parfaite et m'a permis de faire un magnifique soufflé au Grand Marnier. C'était très sympathique ça. Voilà, donc ça c'était la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Radio Château, c'est un peu un guilty pleasure, nous dit quelqu'un d'anonyme. Tu sais que ça n'aide pas ta concentration, bien au contraire. Écoute, tu es le bienvenu, Lucas. Même si ce qui se dit est super utile. Alors ça reste à démontrer. Mais tu ne peux pas t'empêcher d'écouter Fear of Missing Out, Entrepreneurial Life Saving Advice. Salut Lucas, on est content de t'avoir, même en tant qu'anonyme. Antoine Laborie nous demande ce qu'il faut montrer pour lever en pré-seed. Alors, le pré-seed, c'est quoi? C'est le pré-amorçage. En fait, les boîtes maintenant en amorçage, en seed, elles lèvent plutôt des montants entre 500 et 1 million. Et donc, les montants entre 300 et 500 000, on appelle ça du pré-seed. Et alors, le pré-seed, pour lever du pré-seed, en fait, quand on lève de l'argent, lever de l'argent, c'est une conséquence de quelque chose qu'on a accompli ou qu'on va accomplir et sur lequel le niveau de certitude de nos interlocuteurs est élevé. Et donc, quand tu lèves un pré-seed, il faut soit que tu aies une expérience entrepreneuriale passée qui te rende crédible et donc on te finance sur ta gueule, clairement, soit que tu aies fait une première expérimentation, qu'elle ait été concluante et donc on va te financer sur la base de ce test concluant et sur le fait qu'on pense que tu peux reproduire ça ou le faire grandir et te développer. Ça peut être sur un prototype, ça peut être sur un début de revenu, ça peut être le fait que tu n'aies pas de produit mais que tu aies réussi à vendre, par exemple. En fait, le pré-seed, il faut de toute manière un petit peu de credentials. Et les credentials, c'est soit ton passé, soit ce que tu as accompli, mais il y a toujours quelque chose d'accompli. C'est pas juste quelqu'un qui a une idée ou juste quelqu'un qui débarque avec un PowerPoint bien câblé. Malheureusement, ça ne suffit pas.
Alors, equity pour des startups impossibles à valoriser en early stage, 1% par tranche de 1000 euros. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux dire, cher anonyme, mais ce qui se passe, c'est que pour les entrepreneurs qui lèvent de l'argent, ce qu'il se passe, c'est qu'on regarde quel est leur besoin de financement sur une période de 12 à 24 mois. En fonction du risque associé à leur capacité de tenir le plan, on va les financer plus ou moins pour une période plus ou moins longue. Et la dilution en face, c'est entre 15 et 30%, enfin plutôt entre 15 et 25%, pardon. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est une règle de doigt mouillé, c'est une règle de 3, hein, c'est combien tu lèves, combien tu es prêt à céder, et donc la valorisation, elle est basée en fonction de ça. Si tu lèves, par exemple, 4 millions d'euros pour 20% du capital, bah, ta valorisation, c'est 4 divisé par 0,2, c'est 20 millions d'euros. Voilà, tout simplement. Ta valorisation post-monnaie, donc après l'investissement, et la valorisation pré-monnaie, c'est avant l'investissement, c'est 16 millions. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'en fait on détermine les valorisations aujourd'hui, ni plus ni moins, c'est tout simple. Et plus il y a de compétition sur un deal, plus le montant levé est important pour un niveau de dilution plus faible. Et c'est ça qui explique notamment que des boîtes lèvent des montants pharaoniques sur des valos dingues, parce qu'en fait c'est des boîtes qui n'avaient pas forcément besoin de tout cet argent, mais la compétition des investisseurs qui voulaient absolument financer cette boîte a fait qu'elle a réussi à lever beaucoup d'argent. C'est ce qui explique comment Notion a pu lever 50 millions de dollars récemment avec Index par exemple, sur une valo énorme, et comment d'autres boîtes ont fait ça. Voilà. Alors, quelqu'un me demande d'anonyme si je prends un bras droit. Écoute, c'est une bonne question que tu me poses. En fait, je me suis posé la question souvent de si je voulais voilà, faire ça, avoir un bras droit, quelqu'un... Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en fait. C'est difficile. D'abord, qu'est-ce que je lui ferais faire? Qu'est-ce que je ferais faire à cette personne qui pourrait être utile pour elle, qui serait utile pour moi, et donc qui serait donnant, mais qui me permette aussi quand même de gagner en productivité et en efficacité et dans ma capacité à faire plus de choses. Je pense qu'il faut que je pose ça sur le papier et qu'en fonction de ça, je décide. Et après, la difficulté du bras droit, c'est que c'est un poste qu'il faut renouveler tous les X temps, tous les 6 mois, tous les ans. Et donc, ça veut dire que tu prends quelqu'un pendant 6 mois en bras droit. Et donc, il faut que ta méthodologie soit suffisamment bien câblée pour que quand ce bras droit laisse la main à un autre bras droit, ça se fasse dans des bonnes conditions. Et que tu n'aies pas à repartir dans une phase d'apprentissage trop lourde qui te prenne trop de temps, toi, en tant que manager du bras droit. Et ensuite, il ne faut pas créer d'éléments déceptifs auprès du bras droit. D'abord, il faut bien recruter. Et ensuite, il ne faut pas que cette personne pense qu'à tout prix, derrière, il y a peut-être un job. Parce que, par exemple, chez nous, chez Kima, il n'y a pas de job à la clé si j'avais un bras droit, quoi. Mais c'est une question que je me pose. Je pense que je vais en parler avec notre ami, comment il s'appelle Alexandre Lebrun, fondateur de Nabla, et avec Delphine, sa cofondatrice aussi, parce qu'ils en ont pris quelques-uns des bras droits, et j'ai bien hâte de connaître leur expérience. Alexia, quand un VC fait des crasses au moment de closer, pourquoi vouloir continuer avec eux? Écoute Alexia, c'est une bonne question. C'est parce que tu ne peux pas faire autrement. En fait, tu es arrivé à un point de ton deal où tu as dit non à tout le monde et tu ne peux pas te retourner, dire fuck à l'investisseur et aller chercher un autre investisseur. Malheureusement, c'est pas possible. Alors même que quelques investisseurs parfois décident de sortir d'un deal quelques jours avant le closing, juste pour une saute d'humeur ou un petit truc qui leur a pas plu. Souvent, ça couvre en fait une fausse raison. Mais bon, voilà, ça arrive. Peu, mais ça peut arriver. Et donc, je suis d'accord avec toi, on devrait pouvoir dire à un investisseur ça se fait pas, je sors du deal. Mais en réalité, souvent, tu es en bout de course et si tu closes pas ça, en fait, c'est la mort pour toi. Et donc, c'est compliqué. Cher Anonyme, c'est sympa ça de nous dire que Radio Château, c'est une vraie bouffée d'oxygène. D'où te vient ce putain de bon accent en anglais? Haha, bravo. Et n'importe quoi. Écoute, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Un jour, j'étais avec mon fils aîné et je lui dis ah mais ton frère, c'est pareil en anglais ou en français, son nom c'est Marc.
Il me dit, bah non, c'est pas pareil. Marc en français, c'est Marc. En anglais, c'est Mark. Je dis, ah oui, Mark. Il me dit, non, toi, quand tu dis, ça sonne bizarre. Bref, et il se moquait de moi. Nos enfants parlent très bien anglais, ils ont un bon accent américain, et donc ils se permettent de se moquer de nous quand on parle anglais. Pourquoi est-ce que je dis pas au VC qu'il a foi à l'envers à tes boîtes de venir s'expliquer? Après tout, de l'extérieur, comment on sait que c'est toi le gentil? Alors attends, je relis ta question, Ekal, parce que j'ai pas bien compris. Pourquoi tu dis pas au VC qu'il a foi à l'envers à tes boîtes de venir s'expliquer? Après tout, de l'extérieur, comme on sait que c'est toi le gentil. Écoute, le truc que j'ai en fait, c'est que si je commence à me braquer vis-à-vis de cet investisseur et que cet investisseur décide de planter la boîte, ce sera de ma faute si le deal s'est pas fait. Et donc il faut que je fasse très attention à ça. Donc il faut apprendre à avaler des couleuvres, à bien les digérer. Et après à mettre un gros coup de boule. Ah, alors, dites-nous les amis, la dernière fois on m'a dit, ouais, Jean, ils sont où tes extraits, deux inconnus et tout? Eh bien, écoutez, pendant qu'on est là, on va trouver un truc sympa. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode des inconnus, Jésus 2, le retour? Il me semble que dans cet épisode, en parlant de qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un... Alors il y avait évidemment une tonne de choses très drôles, mais il y avait surtout un moment quand il lui demande, mais dis Jésus, qu'est-ce que tu fais quand on te frappe sur une joue? Et donc, je vais vous retrouver ça. C'est cadeau. Tenez, regardez, je vous mets l'extrait. Hop, c'est parti. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Sylvester Stallone, Tenez, dans le film qui a bouleversé l'Amérique. ceci est mon corps. Et là, il donne un burger. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Alors, voyons voir. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Pour sauver sa peau, il doit mourir. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute. Jésus 2, le retour. Mais dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Ah là là, j'adore. Et bah c'est exactement ça le truc avec les investisseurs. Au début, il faut rester calme, il faut avaler la couleuvre, et puis après on met un gros coup de boule dans les valseuses. Et donc il va falloir que je sois calme, que je laisse cet investisseur malheureusement faire quelque chose. Alors, ce qu'il fait non plus, faut pas pousser, hein. Il n'est pas en train de faire quelque chose d'absolument affreux. Et donc c'est pas grave dans le sens où c'est pas mortel pour la boîte, mais c'est incorrect et il devrait pas faire ça. Donc voilà, je vais avaler la couleuvre, laisser passer la tempête, et puis après j'irai mettre un coup de boule à tous ceux qui se sont mal comportés avec les entrepreneurs. Et en plus il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison. Et en plus voilà, ceux qui se sont mal comportés, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de leur dire. Il faut dire ce qu'on pense comme on le pense. Voilà. Comment est-ce que je gère? Comment ta femme accepte ton travail de VC quand ça empiète sur la vie familiale? Alors ça, c'est une bonne question. Écoute, elle me le dit. C'est probablement le meilleur moyen de gérer ça. Quand je travaille trop, elle me le dit. Et après, on essaye, parce que je ne suis pas toujours très diligent là-dessus, d'avoir des règles bien fixées. Moi, j'essaie d'être à la maison tous les jours vers 19h. Et d'ailleurs, quand je suis en confinement, j'arrête aussi à 19h, quitte à travailler plus tard après que les enfants soient couchés. Première chose.
Ensuite, j'ai quand même une routine le dimanche soir d'inbox zéro pour pouvoir commencer le lundi avec un plat vide. Et le mercredi soir parfois aussi, en milieu de semaine, pour un peu cleaner la semaine. Et voilà. Et après, ma vie de Vici, on ne piète pas plus que ça sur ma vie familiale, mais c'est vrai que j'aime mon boulot, j'aime bosser, et voilà, et ça me passionne, et il faut trouver un équilibre comme toujours. Alors, comment faire si mon pote veut lancer une boîte SaaS FinTech et il n'a pas d'argent et il en faut 150K pour créer l'appli, nous demande Chronoxys. Écoute, cher Chronoxys, ton pote, il doit apprendre à coder, hein, s'il n'a pas d'argent, ou à convaincre des gens de coder avec lui et de faire cette appli avec lui. C'est le meilleur moyen. Voilà. Voyons voir les autres questions qu'on avait. Pourquoi Carlos nous a fait un no-show hier? Écoute, Carlos, il fait ce qu'il veut. De temps en temps, il se connecte, de temps en temps, il ne se connecte pas. Écoute, il faut nourrir la rareté, c'est ce qu'il fait. Et en plus, ces shows, c'est des late shows, quoi. C'est 22h30, 23h. Faut être, c'est pour les couches tard, son truc, hein. Est-ce que tu aurais dans ta boîte un bon designer UI UX? J'en cherche un pour mon projet. Quelqu'un qui envoie du lourd. Écoute, oui, j'ai quelqu'un, cher Anonyme. Il s'appelle Mathias. Envoie-moi un message. Dis-moi ce que tu fais et je serai content de lui en parler. Après, on verra ce qu'il fait. Alors, on salue la menace. Anto, French One, Julien99. Salut Julien. Tarot. Jonath, Loom, Salomon, NB54, Kev FM, Numanosque, Coccinelle, Axiradakis. Ah, tu serais pas grec, toi, Axiradakis? Tiens, ça te donne envie de faire une petite salade grecque avec de la feta, tout ça d'ailleurs. Matt L, Ampise, Hello Dev, Robin Master et Tuturo, voilà. Et Alexis, ALE6, c'est le pseudo de Alexis qui bosse avec moi et qui sera avec nous en live vendredi, voilà. D'ailleurs, Alexis, il faudra que tu m'envoies les questions, les choses dont tu as envie qu'on parle vendredi, de façon à ce qu'on prépare ça comme il se doit. Les autres questions qui traînent. Yvan de la crypto, ça c'est du pseudo ça. Salut, on balance sur des fonds qui jouent vraiment pas le jeu en ce moment, point d'interrogation. Parce que faire un Notion ou un Stonely pour paraître très cool, 3 points de suspension. Écoute, on peut parler des fonds qui jouent pas vraiment le jeu, mais alors qu'est-ce que c'est un fonds qui joue pas le jeu? C'est un fonds qui veut pas financer ta boîte? Ou est-ce que c'est un fonds qui fait des sales coups? Moi, je pense que c'est un fonds qui fait des sales coups. Parce qu'un fonds qui ne veut pas financer ta boîte, c'est soit parce qu'il n'est pas bon, et de toute manière, ça se verra dans sa réputation à long terme, et donc il cessera d'exister, donc c'est pas grave. Soit c'est parce que tu l'as mal pitché, oui, c'est possible, et donc ça c'est dommage parce que ça veut dire que tu n'as pas fait le bon effort. Soit c'est parce que ton projet n'est pas très attrayant, ce qui est possible aussi après tout, hein. On a tous envie moi j'aimerais bien que ma mousse au chocolat là, qui est dans le frigo elle soit bonne. La réalité c'est que je me suis foiré tout à l'heure, que ma crème chocolat elle était un peu trop dense et que je pense que cette mousse va mal gonfler. Bon bah voilà, écoute, mais pourtant je me convainc que c'est une bonne mousse au chocolat. Et ben voilà, peut-être que ta mousse en fait elle est pas bonne, et donc c'est pour ça qu'ils financent pas, et donc il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont tellement exploser à cause de la crise du Covid que ça va permettre de voir émerger des startups qui vont avoir une croissance hyper rapide après la crise? Écoute, moi j'ai vu un tweet il n'y a pas longtemps aujourd'hui que j'ai trouvé assez juste, qui a été retweeté je crois par notre ami Sébastien Coinon de chez BFM Business, et ce tweet disait « Je suis de plus en plus persuadé que crise économique mise à part, la pandémie ne changera à rien du tout, mais rien du tout, ou presque, à nos habitudes. Ceux qui parlent de nouveau monde, de citoyens transformés, habillent juste leur propre fantasme des atours du diagnostic. » Eh ben, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui disait les Français sont à 59% pour la décroissance, un autre monde est possible. Mais c'est un fantasme, ça. Je suis entièrement d'accord. Je pense que il y a des trends qui devaient exister, qui vont s'accélérer, mais fondamentalement, il n'y a pas un truc qui n'allait pas exister, qui tout d'un coup va émerger. C'est pas vrai.
c'est darwinien, on avance avec son temps, il y a des choses qui vont accélérer, mais on va pas avoir quelque chose d'extraordinaire qui d'un coup va émerger de cette crise. Enfin, je pense, hein, après, chacun son avis. Après tout, les débats, c'est fait pour dire des conneries. C'est un jeu à somme nulle, comme dirait notre ami Guillaume Lacroix chez Brut. Voilà, si vous voulez un média qui raconte pas des conneries, regardez Brut, ça c'est bien. Brut, c'est de la bonne. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un nom de start-up qui a du sens avec le produit ? Non, je pense que c'est bon d'avoir un nom de start-up qui est pas débile et qui s'écrit comme il se dit, comme il se prononce, tout simplement. Voilà, c'est fini la période quel coup avec deux O. Éviter les trucs à double voyelle ou je ne sais quoi, ça veut rien dire. Le tourisme fait partie des secteurs dans lesquels vous pourriez encore investir. Tout à fait, moi j'adore le touriste. Argent, qualité de vie, luxe de ne pas calculer, égale liberté mentale, no stress. Bah ouais, mais en fait, plus tu as d'argent, plus peut-être tu as de responsabilités en face. Et en fait, c'est les responsabilités induites de ça qui te mettent en stress parfois. Il faut trouver le bon équilibre. Salut Jean, pour toi, être à Station F, est-ce que c'est un gage de qualité ? C'est pas un gage de qualité, en tout cas, c'est une chance de rencontrer du monde. Et pouvoir rencontrer du monde, c'est une chance de phosphorer sur tes idées, de trouver peut-être un prochain associé. Et en fait, c'est cette émulation qui permet de faire émerger parfois des entrepreneurs ou des associations. Et c'est pour ça que Station F est un bel endroit. Station F, d'abord, il y a deux choses. D'abord, Station F, c'est un musée, c'est comme un musée, c'est comme le Louvre, la Tour Eiffel. Les gens ne disent pas je suis allé à Station F, j'ai vu un truc incroyable. Ils disent je suis allé à Station F, c'était incroyable. C'est comme quand tu vas au Louvre, tu dis je suis allé au Louvre, c'était incroyable. On te demande pas quel tableau t'as préféré, on s'en fout. T'étais au Louvre. Mais quand t'es à Station F, c'est pareil. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante à Station F, c'est l'émulation créée par ce lieu de vie. C'est le lieu de vie qui est important à Station F. Et c'est la culture et les valeurs sur lesquelles sont choisis les entrepreneurs qui créent la qualité de ce lieu de vie. Et tout est là. C'est pas une question de licorne ou de cafard ou de faire de l'argent ou pas faire de l'argent ou d'être dans les cryptos ou les D2C ou le SaaS ou le marketplace ou le consumer ou je ne sais quoi, d'être dans tel incubateur ou tel accélérateur. C'est que la manière dont les startups sont sélectionnées, à la fois par Station F et à la fois par les managers d'incubateurs, permettent d'avoir des gens avec des valeurs communes, fortes, qui leur permettent de se retrouver, d'échanger. Et c'est cette émulation qui fait la qualité de l'écosystème entrepreneurial. Voilà. Salut Jean, nous dit quelqu'un d'anonyme. Salut, cher anonyme, on kiffe ton émission, on respire en fin de journée. Rien à voir. Alors, rien à voir. Tu parles souvent de tes meilleurs amis VC, Briga, Blackfin. La blague, j'adore. Sur un autre sujet, quel est ton regard sur les accélérateurs Seed, Série A, type 50 Partners, Axeléo & Co. T'en penses quoi ? Écoute, on a fait des deals avec Axeléo, on a fait des deals avec 50 Partners. Pour être très honnête, on échange peu avec eux, on fait des deals parfois avec eux. C'est ni bon ni mauvais. Voilà. J'ai l'impression qu'ils font le job. Le mieux, c'est simple, hein, c'est de demander aux gens qu'ils ont financés sous couvert de confidentialité et peut-être qu'ils te révéleront la vérité, qu'ils sont très 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 heureux et qu'ils veulent pas le dire trop fort. Pour pas que ça se sache, ou qu'ils sont très malheureux et que voilà. Moi, j'ai l'impression que dans l'ensemble, les gens sont contents, que ce soit 50 Partners ou Axeléo. Perso, avec beaucoup d'argent, je prendrais effectivement plus de plaisir à servir socialement, VC, pauvreté, assaut, rendre, aider, plutôt que d'avoir une voiture de luxe, etc. Le minimum, après, c'est trop. Yes. Toto, alors, comment expliquer que beaucoup de personnes veulent plus d'argent ? Mais parce que l'argent, c'est... Regarde, quand tu vois les gens dans la rue qui ont beaucoup d'argent et qui le montrent, forcément, ça crée du désir. Mais le désir, c'est pas un besoin, c'est un désir, c'est une envie, c'est une volonté. C'est d'ailleurs la même chose que lorsque tu fais un produit, il faut faire attention. Ce que les gens te demandent n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Et c'est ta capacité à faire le tri entre leurs fantasmes et ce que la réalité va leur apporter qui te permet de faire des bons choix. Bah, c'est un peu la même chose avec l'argent et la richesse. On a cette impression, parce qu'en fait, c'est fantasmagorique, hein, les châteaux, les yachts, les avions, tout ça. Mais en réalité, je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit.
Mike B nous disait, Xavier disait que l'argent, c'est un jeu à plusieurs niveaux. Niveau des maisons, niveau de château, niveau de yacht, niveau d'avion. Et lui, c'était les startups. Ah, je l'adore. Il me fait kiffer, Xavier. Alors, quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois et qui t'a donné un effet waouh, me demandait Mike. Et pas la dernière chose que j'ai fait pour la première fois et qui m'a fait un effet waouh. C'est une question difficile. Je n'ai pas la réponse. Écoute, je pense que c'était le meuble de Lego pour mes enfants dans leur chambre, que j'ai monté tout seul comme un grand, et que j'ai imaginé et tout, et j'étais trop fier. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'aurais pu donner, mais j'ai rien en tête là. Moi, tu sais, je me contente de peu en fait. Je suis un garçon assez simple. Là, j'avais à côté de moi, j'ai un petit thé avec une petite un pain au lait avec du Nutella, tu vois, et bah, je suis content. Alors, c'est du Nutella, j'ai un peu le seum parce que je préfère le Théo et Bia, qui est une pâte à tartiner bio extraordinaire. Extraordinaire. Mais écoute, il n'y en avait pas dans le bio du coin. Du coup, quand on a été chez Carrefour, on a récupéré un peu de Nutella. Ça fait un petit kiff. Va falloir pousser quelques minutes de plus sur les abdos ce soir. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a rien sans rien. Roquette à moi, Julien99, yo Jean, Mehdi Gatao, yo Guillauméo, bonjour, oulala, il y a du monde aujourd'hui, c'est sympa de vous avoir tous. Est-ce que j'ai un exemple d'échec ou d'erreur de duperie dont Kima a été victime type Terranos, l'histoire de la glacière ou encore le fameux Juicero, haha. Écoute, cher anonyme, nous on a un mec en Espagne qui a joué au loto avec la thune de Kima. Je t'avoue, on l'a pas très bien pris. Voilà. Mais on s'est pas trop fait arnaquer par les entrepreneurs, je crois. On a plutôt eu de la chance de financer des gens qui ont compris que la réputation, c'était quelque chose qui mettait du temps à se bâtir et qui se détruit très, très rapidement. Et donc voilà. Écal, exemple d'échec, les avions renifleurs. Je ne sais pas de quoi tu parles, Écal. Que sont les avions renifleurs? Éclaire-nous sur les avions renifleurs, mon cher ami. Guillauméo, les dédicaces à l'antenne, ça fait Skyrock des années 90. Salut. On est avec Diffoul, on est live. Il est 17h48. Non, j'ai encore un peu de boulot là-dessus pour être un animateur professionnel, radio libre à la Diffoul. Et puis, il faudrait, en fait, ce qui marche dans la radio libre à 23h, dans les années 90-2000 qui nous faisait kiffer, c'est que les mecs ils parlaient que de leurs problèmes, de ouais, j'ai mon meilleur ami, il m'a fait un coup de pute, ouais, ma meuf elle m'a trompé avec Jason, oh ouais, mon mec il m'a trompé avec Samantha, et nanana. Et en fait les gens ils kiffaient ça, ils kiffaient. C'était Diffoul, c'était un peu le Brigitte Lahaie des teenagers, quoi. Voilà. Bon, alors, continuons sur des choses sérieuses. Julien99, tu devrais inviter un des aficionados de la chaîne comme Roquette, par exemple. Mais je ne sais pas qui est Roquette. Manifestez-vous, envoyez-moi des mails. Moi, je veux savoir qui se cache sous ces pseudos. C'est un mystère. Mélanie Goldup nous dit Marion. Dollar Bill, yo, oh, Dollar Bill, c'est un bon pseudo, ça, c'est pas mal ça. VS92, que penses-tu du chômage partiel? Est-ce une bombe à retardement? Écoute, le principe du chômage partiel, c'est de gérer un arrêt partiel d'activité. Donc ça sert à ça, c'est pratique, c'est bien. Le problème du chômage partiel, c'est que, comme toute mesure, elle n'est bonne que si elle est bien appliquée, si elle est bien comprise. Et là, les gens, ils poussent un petit peu mémé dans les orties du chômage partiel. Et donc, on fait un peu des bêtises. Est-ce que c'est une bombe à retardement? Non, pas plus que ça. La bombe à retardement, c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie et qu'il faut tout payer. Et donc, là, le chômage partiel, va quand même falloir le payer en retrouvant de l'activité et en se battant pour ne pas être en récession pendant trop longtemps. Voilà. Attendez, Roquette, Julien99, faut que vous m'éclairiez là. J'ai Roquette qui dit ah ouais, d'accord avec toi, Julien99, et Julien99 qui dit I'm a Rocket fan. Bon, et ben écoute, je vous propose qu'on fasse un trio. Je prends Roquette et Julien99, je les mets en live et je les laisse gérer ça pendant 1 heure.
Et voilà, et c'est moi qui pose les questions cette fois-ci. Comment tu perçois les BSAR sur du Précide? Écoute, les BSAR, c'est un truc qu'on a inventé avec Sacha Bénichou chez SB Avocat et The Family il y a quelques années, qui est très pratique pour gérer comment dire, pour closer rapidement un tour de financement sans avoir à se poser trop de questions sur la valo. Maintenant, si tu as une valo fixée avec ton investisseur, fais un tour en capital classique. Tu vois, c'est aussi simple, c'est aussi rapide en réalité si c'est bien fait. Donc voilà. Est-ce que je ne trouve pas que le VC c'est un peu un boys club? Nous demande quelqu'un d'anonyme. Alors grave, mais grave de chez grave. C'est carrément un boys club. Alors en même temps, il y a de plus en plus de nanas, mais genre beaucoup, beaucoup plus. Elles sont pas encore au niveau des partenaires, pas assez en tout cas. Et je rejoins ce que dit Samantha Jérusalemi chez Elaya là-dessus. Donc il en faut plus. Mais ça arrive, il y en a de plus en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tonne de nanas dans le VC et qu'il y a eu probablement beaucoup plus de recrutement de filles que de mecs dans le VC les dernières années. Et c'est en train c'est pas encore la parité, mais ça, on y arrive très 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 rapidement. Maintenant, ça a toujours été quand même depuis longtemps un boys club et c'est ce genre de choses, de mauvaises habitudes qui mettent un peu de temps à se cleaner, mais moi je le vois dans certaines pratiques de certains fonds, c'est parfois assez choquant. Jean, pourquoi si peu de fonds français font du seed comme Kima et pourquoi font-ils tous des séries A, B, C là où la compétition semble plus rude? Écoute, je sais pas, je pense qu'ils ont plus d'argent sous gestion et donc pour eux c'est plus intéressant de faire des séries A, B, C, Co. Ensuite, en seed, il y a quand même du monde. Partech fait du seed, 360 fait du seed, Elaya fait un peu de seed, Briga fait du seed aussi, Isaïe fait du seed, Idinvest fait du seed. Tout le monde fait du seed. Hein. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un écosystème avec des business angels en France qui permet de faire du seed avec des business angels. Donc, tu n'as pas besoin de fonds comme Kima. Et d'ailleurs, Kima n'est pas un fonds. Kima, c'est un grand business angel. C'est le proxy de Xavier Niel pour faire des deals en seed. Et le seed, c'est quelque chose qu'il faut faire principalement avec des business angels. Et après, il y a des seeds un peu plus costauds. Sur des boîtes qui sont un tout petit peu plus avancées ou des équipes bien éprouvées. Et dans ce cas-là, il y a des fonds comme First ou Stride qui font ça très bien. Voilà. Ce sont quoi les ratios cash in, cash out en seed? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet, demande Mélissande? Alors, cash in, cash, c'est quoi? Cash in, cash out? Ah, les ratios cash in, cash out. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement, Mélissande. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ta question? Parce qu'en fait, on a deux manières de voir la chose. Soit tu me parles de cash in, cash out en mode on investit de l'argent dans les boîtes ou on rachète des parts des fondateurs et donc on leur met un peu de cash dans la poche. En seed, on ne le fait jamais, ça n'existe pas. Ou alors cash in, cash out dans le sens combien de temps il faut pour récupérer du cash quand on fait du seed, quoi. Et aujourd'hui, il faut 7 à 10 ans pour récupérer de l'argent, sachant que dans 70% des cas, tu récupéreras moins que ta mise. Et dans les 30% restants, donc sur 100 deals, sur 30 boîtes, sur un millésime, en fait, on en a entre 1 et 3 qui ont des rendements exceptionnels. On en a 7 à 10 qui ont des rendements OK. On en a 20 qui ont des rendements bof. Voilà. Alors, toi qui kiffes eFounders, me demande quelqu'un d'anonyme, pourquoi Kima ne s'est pas mis sur Slide? Trop fan et Notion addict, point d'interrogation. Alors moi, je ne suis pas un Notion addict, je ne suis pas un Note addict de manière générale. J'utilise Google Keep un peu comme les gens utilisent leur post-it. Je note, j'efface, j'archive, je note, j'archive. Je déteste avoir des notes partout. Moi, je suis bordélique par nature, donc moins j'en ai, mieux je me porte. Donc je ne suis pas un grand fan des Notion, Slide & Co. La vérité sur Slide, et pour être très très franc, et je pense leur avoir dit à l'époque, pour moi la vision produit était un peu maigrichonne, quoi. On n'y était pas. Et d'ailleurs il y a quelques entrepreneurs comme ça qui sont sur des sujets produits et dont je me cache pas de leur dire que je trouve que leur vision produit manque de... et pas assez solide. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, j'y vais pas parce que dans des sujets aussi compétitifs que celui dans lequel Slides et Notion se trouvent, va y avoir 10 compétiteurs. Et donc, tu veux des gens qui, évidemment, exécutent vite, mais des gens qui, en termes de vision, ont un plan stratégique de psychopathe, quoi. Faut que ça défonce. Et là, ça défonçait pas assez. Donc, voilà.
Mais normalement, on fait quasiment tous les deals de eFounders. Donc c'était un peu une exception. Ness, les mobile consumer apps de coaching de sport, tu en penses quoi? Ah, j'adore. Donc, on m'a dit, il faut que j'arrête les E. Donc, je vais les arrêter, les E. Qu'est-ce que je pense des apps de coaching de sport, me demande Ness. J'en pense pas grand-chose à part qu'il y en a qui marchent très 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 bien, que c'est un marché très compétitif et que c'est pas très VC-friendly. Ça veut dire que normalement, avec un peu d'argent de business angel, ça devrait faire l'affaire. C'est plutôt le genre d'application sur lequel il faut trouver de l'argent de la part de ses clients, des gens qui achètent, plus que de la part des investisseurs. Quelqu'un d'anonyme nous demande, pour une plateforme communautaire, à quel moment ou à partir de combien d'utilisateurs doit-on, selon toi, rencontrer des investisseurs? Écoute, cher anonyme, sur la plateforme communautaire, ce qu'il faut, c'est avoir pas beaucoup d'utilisateurs, quelques milliers par jour, mais en revanche, il faut que ce soit des utilisateurs qui reviennent tout le temps. Il faut que la rétention de ton application soit dingue. C'est ça qui compte. C'est ça qui nous a fait investir dans la boîte, dans les boîtes consumer dans lesquelles on a investi, quoi. J'ai quelqu'un d'anonyme qui me dit c'est pas sympa ça. Il n'a pas aimé la question d'Alexia. Alors la question d'Alexia, c'était laquelle? Elle était tout en haut. Du coup, j'ai du mal à la retrouver. Si j'y ai répondu, c'est qu'elle devait être bien. Elle me demandait pourquoi est-ce qu'on veut continuer avec des VC qui font des crasses. Mais si, elle était très bien la question. Et dis donc, les haters anonymes, là, vous rentrez chez vous, là, il n'y a pas de place pour ça ici. Alors, reprenons le flot des questions. Comment est-ce que je fais pour traiter 300 emails par jour? Eh bien, c'est facile. Tu te mets sur ton inbox, tu enlèves toutes les notifications et tu ne fais que ça. Ensuite, sur tes réponses, tu fais des réponses courtes, concises, toujours avec un petit smiley ou un petit mot gentil, parce que quitte à être court, ça ne t'empêche pas de sourire. Et voilà. Et en fait, ça se fait très bien. Tu vois, Xavier traite 1000 mails par jour. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas traiter 300, 400, 500 emails par jour sans problème. Quelqu'un d'anonyme nous demande, je suis au démarrage d'un produit. Faut-il fixer le prix sur la concurrence dans un marché bien établi? Totalement. Il ne faut pas d'évaluer la valeur de ton produit. Si tu as un produit de très bonne qualité, mets-le au même prix ou quasiment. Ça ne sert à rien de le filer gratos. À un moment donné, il faut que tes clients, s'ils sont prêts à payer, qu'ils payent. Comment tes enfants ont-ils appris l'anglais américain? Nous demande quelqu'un d'anonyme. Écoutez, ma femme les emmenait, parce que maintenant c'est plus possible avec l'école, aux États-Unis tous les ans pendant 3 mois. Et on avait aussi des nounous anglaises à la maison, uniquement des au-pairs ou des choses comme ça. C'est très difficile, je dois vous avouer, d'éviter les parce que ça me permet de comment ça s'appelle, de meubler les blancs. J'aime pas laisser des blancs. Du coup, à la place des blancs, je mets des Je sais que ça vous énerve. Je fais ce que je peux. Je vais essayer de les arrêter. Ced nous dit 2LR, repeat entrepreneur qui lance un SaaS en solo. Top produit marché, mais pas d'associé. Est-ce que j'y vais ou non? Oui, j'y vais. C'est d'ailleurs sur cette base qu'on a financé Try Riot de notre ami Benjamin, qui est un solo founder, mais qui avait déjà une expérience passée et dont on connaît sa capacité à s'entourer. Hello Jean, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un nom de startup qui a du sens avec le produit? C'est pas nécessaire, non. Quand est-ce que tu te reconvertis dans la cuisine, nous demande Toto. Écoute, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas doué, pour être honnête. Je suis un cuisinier vraiment amateur, j'aime ça, mais pour autant, je n'ai pas de talent à proprement parler. Louis Tortochot nous dit « Je vais m'associer à Jésus pour monter une start-up de distribution de pain. » Ah, j'aime bien ça. Louis Tortochot 2, le retour. Acceptes-tu des demandes d'office hour en cold emailing? Oui, ça m'arrive si le sujet m'intéresse. Andreessen Horowitz, le pape du VC, point d'interrogation. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je n'aime pas Andreessen Horowitz pour plein de raisons. J'aime le fait qu'ils ont bonne réputation auprès des entrepreneurs. J'aime le fait qu'ils aient eu envie de changer le game. Je regrette très fortement le fait qu'ils n'aient pas changé le game en fait, du VC.
ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient changer la manière dont le VC se comportait et devait être opéré. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup changé le game, pour être honnête. Voilà. Et ça, c'est un peu décevant de la part de gens aussi brillants. Mon avis sur Idinvest Partners, c'est des good guys. Toi qui es si laconique sur les cryptos, comment tu justifies l'investissement dans Ledger et quel est ton point de vue sur la boîte? Cet investissement dans Ledger, c'est Alexis qui l'a fait chez nous. Je pense que quand tu investis dans des tuyaux, tu te trompes peu. Et quand on investit dans Ledger, on a investi dans le tuyau au démarrage, je pense, dans un produit qui était un produit phare sur le marché des cryptos. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et mon point de vue sur la boîte, je vais être très honnête, je n'en ai pas. Il faudra demander ça à Alexis vendredi. Pourquoi, quand les startups scale nous demandent Babtou Habil, elles ne trouvent pas de financement en France, nous demandent, comme Alan ou Conto? Alors, les startups qui scale, elles trouvent des financements en France comme Alan ou Conto, mais des gens comme Alan ou Conto, ils veulent plutôt se financer ailleurs. Et est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Je ne sais pas. Je pense qu'ils attendent d'investisseurs étrangers des pratiques nouvelles, de la diversité, un éclairage sur l'international, et que c'est louable de leur part de vouloir aller chercher ça à l'étranger. Les investisseurs étrangers viennent investir en France. Pourquoi tu refuserais un bon deal d'un bon investisseur étranger qui a de la connaissance et de la compétence sur ton marché? Au contraire, il faut prendre cet argent, voilà. Et je pense qu'elle trouve de l'argent en France, c'est pas le problème. Et en plus, les montants qu'elle lève, les Alan et Conto, sont des montants énormes. Et donc, ces montants énormes, tous les investisseurs français peuvent pas les financer. T'as Euraseo, t'as Partech, t'as BPI, et puis voilà quoi. Et en fait, t'as pas grand monde encore en growth pour faire des gros deals à la Alan ou à la Conto. C'est probablement pour ça que le gouvernement a lancé cette initiative pour développer ces fonds-là en France. Voilà. Que dit-on? Avion renifleur égale avion qui était censé détecter les nappes de pétrole financées par l'État. Je comprends toujours pas ce que vous me racontez avec vos avions renifleurs. Giscard s'est fait carotte avec un pseudo-techno d'avion capable de renifler le pétrole à 2000 mètres d'altitude. Véridique? Je te crois pas. J'avais jamais entendu ça. Tiens, c'est dingue. Dans quoi j'investis en ce moment, nous demande Mou. Alors, comment est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, j'avais envie de dire Moon Knight, mais en fait, c'est MOONIGN. Donc, Moonign. J'investis quoi en ce moment? On investit pas énormément, pour être honnête. On a regardé quelques SaaS en ce moment et quelques produits DevTool, Tech, voilà, et quelques marketplaces aussi un peu. On regarde de tout, on regarde toujours de tout. Tu sais, le métier du venture, c'est un métier de curiosité. Il faut être curieux et cette curiosité fait qu'à un moment donné, tu vas découvrir des choses sur lesquelles tu n'aurais pas été intéressé à un instant T, à un instant T plus 1, parce que l'entrepreneur va t'offrir une perspective nouvelle, ça va t'exciter. Est-ce que j'ai des retours sur le fonds VID? Pas trop, on est dans pas mal de deals avec eux, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de nos amis de chez VID. Si vous êtes là, on vous salue. Kima devrait avoir une chanson à elle, ça serait cool. Écoute, à l'époque, on a un stagiaire, un postulant stagiaire qui nous avait fait comment on dit, la bande originale de Kima, avec un logiciel sur son ordinateur. Je vais être très honnête avec vous, c'était pas très réussi. On l'a pas reçu en entretien et il nous a engueulé. Il nous a dit « Ouais, vous vous rendez pas compte le temps que j'ai mis à faire ça et vous me recevez même pas en entretien et tout. » Et bah finalement, ça nous a conforté sur le fait qu'on avait bien fait de pas le recevoir en entretien. Les VC qui disent qu'ils accompagnent à fond leur start-up, est-ce que c'est du pipeau? Oui, totalement, mon cher Thibaut, c'est du pipeau. C'est quoi le minimum? RH à la Kerala, point d'interrogation. Non, il n'y a pas de minimum. Ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, c'est que tu le fasses bien. Il y a des investisseurs qui sont des bons techniciens sur les chiffres. Il y a des investisseurs qui sont bons pour aider les entrepreneurs à y voir clair sur la stratégie. Il y a des investisseurs qui sont de bons supports psychologiques. Il y a des investisseurs qui sont bons en RH. Il y a plein de catégories d'investisseurs qui sont bons sur des sujets donnés. Ce qui est important, c'est d'éviter de vouloir jouer à l'oracle ou à la personne qui a envie de participer à toutes les décisions ou avoir raison sur tout, ou avoir un avis sur tout. La force d'un individu, c'est de connaître ses forces, d'appuyer sur ses forces et de les mettre à la disposition des autres. Et c'est ça que doivent faire les investisseurs. Est-ce que je connais la Familia? Oui, et on les embrasse, nos amis de la Familia. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme
question. Est-ce que l'une de tes startups épicerie va enfin décoller avec le Covid? Ça marche bien épicerie avec le Covid, je vous avoue. C'est vrai que ça marche très bien. 2LR, parfait pour les deux réponses, nous dit Mélissande. Mais je ne sais plus quelles étaient les questions. Je me perds. Alors, je regarde la suite de vos questions. Il y en a beaucoup. Alors, je vais faire comme hier. Je vais les enchaîner à la vitesse de la lumière. Et ensuite, on va se mettre un petit finish. Est-ce que tu automatises ton produit? Tu peux faire diviser par 10 par rapport à la concurrence. Alors attendez, je reprends les trucs. Il y a Guillauméo qui nous a fait plein de questions là et j'ai du mal à suivre. Comment gérer les newsletters dans ton inbox? Désinscris-toi. Salut Jean, c'est avec toi que je me rends compte que le Covid, c'est une putain d'initiative. Bref, continue ton storm post-Covid, c'est top. Oxygène. Anonyme, ça fait plaisir. Stratégie focus ou non? Je ne sais pas de quoi tu parles, cher Anonyme. Jean, je dirige une adtech, je dois lever des fonds avec des BA. Enfin, on était tombé d'accord sur une valo, mais j'ai peur qu'ils reviennent sur leurs paroles. Qu'en penses-tu? Eh ben, il faut vite closer, mon ami, vite closer. C'est quoi le topic de Ukiyo dans lequel vous avez investi? Je suis ultra curieux, mais il y a peu d'infos. Il faut demander à Alexis vendredi, c'est lui le patron. Peter Thiel, que dire? Ne rien dire. Peter Thiel, très bon théoricien. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur human being sur Terre. Est-ce que tu connais l'incubateur parisien Schoolab? Oui. Est-ce que je le recommande? Je ne sais pas. On a peu d'interactions pour être tout à fait honnête. Mais dans l'ensemble, je pense que oui. Est-ce que tu penserais quoi de développement par une équipe à Madagascar quand on démarre et qu'on n'a pas beaucoup d'argent? Il vaut mieux s'entourer de gens de qualité, absolument. S'ils sont à Madagascar mais ils sont de qualité, fonce. S'ils ne sont pas de qualité, ça ne sert à rien. Tu ne fais que reculer ta date de mort en faisant ça. Est-ce que l'épicerie va décoller? Épicerie décolle. Qui m'a déjà claqué la porte à une start-up qui chipote sur quelques dixièmes de pourcentage? Non, jamais. J'ai un produit cheap mais simple et efficace qui répond à un besoin utilisateur. Pricing, point d'interrogation, pas de concurrence sur ce prix segment. Il faut que tu A/B testes, Gérald, et tu vas voir quel est le prix qui transforme le mieux et tu trouveras ton équilibre. Adrien, de chez Gaïa, salut Adrien, est un nouveau fonds de Growth Equity qui a levé 300 millions pour pallier au problème de l'equity gap en France. Alors c'est vrai Adrien, mais je pense que quand les gens parlaient de Conto et d'Alan, ils parlaient des fonds de growth qui mettent des tickets genre 50 bars, tu vois, genre les gros trucs. Avec 300 millions, si tu mets des tickets de 50 bars, t'es dans la merde, mon vieux. Ça veut dire que t'as plus de cash dans 6 deals, quoi. Même pas, parce qu'en plus, il te faut tes réserves dans 3 deals, dans 4 deals. Voilà. Non, les amis de chez Gaïa, ils ont fait un deal il n'y a pas longtemps dans notre portefeuille qui est Welcome to the Jungle, qui est un très bon deal. Bravo. C'est qui les meilleurs fonds en marketplace B2C? Oh, j'en ai marre de ces questions, je sais pas répondre, je sais pas. Tu prends toutes les marketplaces qui marchent bien, tu vas sur Crunchbase, tu regardes la liste des fonds d'investissement, tu les contactes. Salut, c'est moi qui ai fait la bande-annonce musique de Kima. Salaud, nous dit quelqu'un d'anonyme. Écoute, au moins tu as l'air de le prendre avec plus de calme, même s'il y a un point d'exclamation dans ta remarque, qu'à l'époque. Donc, et tu vois, on se souvient de toi. Alors, je me souviens plus de ton prénom et de ton nom, mais je me souviens que quelqu'un nous avait fait cette bande originale de Kima et avait râlé quand on l'avait pas reçu en entretien. VC après Start-Upper ou plutôt l'inverse? Plutôt VC après Start-Upper carrément, même si l'inverse a bien fonctionné dans de nombreux cas aussi. Il faut tout faire. Faites ce que vous voulez, on s'en fout tant que ça marche. Soyez vous-même. Que penses-tu du marché des batteries portables? Je n'ai pas d'avis. Hello, toi qui es une star du mobile consumer, pourquoi t'as pas fait Joko? Joko, c'est facile. C'était un copier-coller bête et méchant de Drip aux US. Et les entrepreneurs n'avaient pas de vision produit du tout. Vraiment. Et pas de vision produit. En fait, c'était bien exécuté, mais il n'y avait pas de vision sur un marché qui culturellement est différent en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, je ne voyais pas comment ça pouvait devenir énormissime. Je sais que ça marche bien. Je sais qu'ils font du chiffre. Je sais que ça fonctionne très bien et je les en félicite. Mais ça n'empêche que je sais pourquoi je leur ai dit non à l'époque et je ne regrette pas. Voilà. Il y avait de très bonnes raisons pour leur dire non à l'époque. Que penses-tu de l'aventure HQ Trivia? Je pense que c'est un cas intéressant parce que
ils ont essayé de transposer la télé sur l'écran, et en fait, c'est pas du tout pareil. Le many to many, c'est pas du tout pareil. C'est hyper intéressant, HQ Trivia. Je pense qu'on devrait faire un case sur HQ Trivia pour démontrer comment est-ce qu'on aurait pu voir beaucoup plus tôt que c'était non pertinent de faire un sujet comme ça. Voilà. Alors, les dernières questions. À prononcer Moon LGN, nous dit Moon LGN, qui nous demande, est-ce qu'on pense que le seed funding va s'assécher au profit des séries A, B, C, des boîtes déjà établies? Non, je ne pense pas, Moon. Je pense que le seed va continuer de très très bien marcher parce que c'est dans des époques comme celle d'aujourd'hui que les plus belles boîtes se créent, et donc c'est maintenant qu'il faut investir en seed. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous met comme morceau pour finir? On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Attends, papa, la dent de Marc, il est tombé. Non. Si, viens voir. J'arrive dans 2 minutes. Alors voilà, vous avez pu bénéficier en live de la dent de Marc qui est tombée. C'était la dent du dessus. Voilà, ça faisait quelques jours qu'elle bougeait. Ça y est, la petite souris va passer. Ça me fait penser à notre ami, comment il s'appelle? Jean-Baptiste Hironde, chez MWM. Quand il était plus petit, que je ne sais plus à quelle occasion il avait vu ça devait être chez le boucher ou je sais pas quoi, il y avait un animal avec les dents en fait. Ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait les dents pour avoir plein de petites souris qui passent. Et comme ça, il disait à sa mère, on met les dents sous l'oreiller. Et du coup, la petite souris, elle va passer tous les soirs. Et comme ça, je vais gagner plein d'argent. Je trouve ça génial. La créativité des enfants, on devrait s'en inspirer beaucoup plus souvent. Voilà, et pour la petite souris, on va voir ce qu'on fait avec la dent de Marc. Je suis désolé pour les répétitifs. En fait, ma femme est venue. J'ai la vue sur une vallée, sur la vallée de Châteauneuf-Grasse, et je suis sur une baie vitrée. Et elle est sortie de l'extérieur avec une grosse feuille de papier en me faisant un cœur avec un bout de papier qui disait attention avec les 3 petits points pour me demander d'arrêter. Voilà, comme quoi elle fait attention à ce que je raconte pas trop de conneries pendant ce live. Je suis sur écoute, il faut que je fasse gaffe. C'était sympa de vous avoir, ça fait 1h12 quand même. Demain, on se retrouve, comme d'hab. Et puis vendredi, avec Alexis Robert, le tech le plus legit d'Europe. Salut tout le monde, bonne soirée.